Le vent. C'est la première chose le matin. Avant même la lumière grise du Finistère, il y a ce sifflement. Le bruit des drisses qui claquent contre les mâts, tout en bas, dans le port. Je l'entends même d'ici sur les hauteurs, dans cette grande maison qui me regarde vieillir. Je m'appelle Hélène Le Guin, j'ai 70 ans. Ce nom Le Guin a longtemps résonné à Concarneau. C'était le nom de Michel, mon mari. Michel est parti il y a 18 mois. Une crise cardiaque, nette rapide, comme un homme d'affaires tant qu'il clôture un dossier. Il était comme ça, Michel, efficace. Un pilier de la ville, disaient-ils tous à l'enterrement. L'église Saint-Guénoëlé était pleine à craquer. Il y avait le maire, les gens des conserveries, les notables, tous venus saluer le grand homme. J'étais là au premier rang, digne. C'est le mot qu'on attendait de moi. La veuve Le Guin, Hélène, l'ancienne libraire de la ville close, celle qui tenait la petite galerie d'art L'Hermine. Un joli nom, n'est-ce pas? Michel l'avait choisi. Il aimait les symboles. Surtout ceux qui évoquaient la Bretagne, la tradition, la solidité. Depuis 10 mois, je vis donc dans le silence. Un silence que Michel n'aurait pas supporté. Lui qui aimait les réunions, les dîners, le bruit des affaires. Moi, le silence, je m'en accommode. Mais il y a une différence entre le silence choisi et le vide. Ma maison est sur les hauteurs? Oui. Elle domine le port. Une grande bâtisse bourgeoise en granit froide même en été. Des meubles anciens. Des livres partout, mon ancienne vie. Des tableaux que nous avions choisis ensemble. Du moins, c'est ce que je croyais. Je réalise aujourd'hui que c'est surtout lui qui choisissait. Je donnais mon avis, il souriait, et nous prenions ce qu'il avait déjà décidé. Je passe mes matinées à ranger, ou plutôt à déplacer des objets. Je prends un vase, je le pose sur une autre commode. Je le regarde. Je le remets à sa place. C'est une façon d'occuper l'espace. De faire croire que la vie continue. Mes enfants sont loin. Thomas est à Montréal, il travaille dans les jeux vidéo. Il m'appelle le dimanche. Sa voix s'est toujours pressée pleine de bruit de fond. Il a sa vie. Sophie est à Paris. Elle est avocate, comme son père l'aurait voulu si elle avait été un garçon. Elle est dure, Sophie. Elle m'appelle aussi, mais pour vérifier que tout va bien, c'est-à-dire que je ne dérange personne, que je gère l'héritage, les papiers, que je reste digne. L'héritage, c'est un mot compliqué. Il y a la maison, il y a des comptes. Mais Michel était un homme de secret même dans ses affaires. Tout est verrouillé, complexe. Sophie s'en occupe avec l'ancien comptable de Michel, un certain Alain. Un homme que je n'ai jamais beaucoup aimé, taiseux, gris. Il y a 2 mois, j'ai fait une chose que Michel n'aurait jamais permise. Une chose que Sophie trouverait déplacée. J'ai vu une annonce. Une petite carte postale collée sur la vitrine du boulanger près du port de Plaisance. Le salon de thé, les Embruns, cherche personne sérieuse pour la caisse et l'accueil. Mi-temps. Je ne sais pas ce qui m'a pris. L'argent, non. Michel m'a laissé à l'abri du besoin, du moins en apparence. L'ennui, peut-être. Je crois surtout que c'était le besoin de bruit. Le besoin de sentir l'odeur du café chaud et du Queen Amman. Le besoin de voir des gens qui ne me regardaient pas comme la veuve Le Guin. J'y suis allée, j'ai poussé la porte. C'est un petit endroit moderne, clair, avec de grandes baies vitrées qui donnent sur les voiliers. Ça sentait bon. Une jeune femme, le patron, m'a reçue. Il doit avoir 30 ans. Il était surpris. Il s'attendait à une étudiante ou à une femme de 50 ans cherchant un complément de retraite. Pas à moi. Pas à Hélène Le Guin dans mon manteau de bonne coupe et mes chaussures de cuir. Vous, Madame Le Guin, j'ai lu votre nom. Vous êtes sûre, je cherche une occupation. J'ai tenu une librairie pendant 30 ans. Je sais tenir une caisse. Il m'a regardé un peu gêné. Ce n'est pas très bien payé, vous savez. Et c'est fatigant. Restez debout, j'ai l'habitude. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit oui. Peut-être par pitié. Peut-être par curiosité. Peut-être parce que ma voix était ferme. J'ai commencé la semaine suivante. 3 jours par semaine, de 10h à 16h. Le premier jour, j'ai cru mourir de honte. Pas à cause du travail. J'aime le contact. J'aime le bruit de la machine à café. J'aime rendre la monnaie. Non, la honte venait des regards. Les premières à m'avoir reconnue furent les femmes de notables. Les mêmes qui venaient à mes vernissages dans la ville close. Elles sont entrées, m'ont vu derrière mon comptoir avec mon petit tablier bleu marine. Elles ont figé, un sourire gêné, un petit signe de tête, puis elles ont commandé leur thé Darjeeling à voix basse, comme si elles étaient à un enterrement. Hélène, mais qu'est-ce que vous faites là? Je travaille, Éléonore. Comme tout le monde. Oh, mais Michel, il vous a... Elle n'a pas fini sa phrase. Elle voulait dire
Il vous a laissé sans le sou. Michel m'a laissé avec trop de silence, Éléonore. Prenez un macaron, ils sont très bons. Elle est partie choquée. La nouvelle a fait le tour de Concarneau en moins d'1 heure. Hélène Le Guen, la grande dame de la ville close, est devenue serveuse. Ou presque. Caissière. Cela fait 6 semaines maintenant. Les gens s'habituent. Moi aussi. Je ne suis plus la veuve Le Guen. Je suis Hélène de la caisse. C'est reposant. L'équipe est petite. Il y a le patron Ronan, 2 jeunes en cuisine qui font les pâtisseries. Et il y a Maëlle. Maëlle, c'est la jeune serveuse. Elle doit avoir 23-24 ans. Elle est lumineuse. C'est le premier mot qui me vient, lumineuse. Elle a des cheveux châtains, coupés un peu courts, toujours en bataille. Elle est vive, rapide. Elle sourit tout le temps, mais ses yeux sont graves. Il y a une profondeur en elle, une mélancolie que je reconnais. Elle est orpheline, je l'ai appris par Ronan, élevée par sa grand-mère. Une grand-mère de cœur, pas de sang, je crois. Cette grand-mère est décédée il y a 1 an ou 2. Maëlle est seule elle aussi, mais sa solitude est différente de la mienne. La mienne est faite de souvenirs trop lourds. La sienne semble faite d'absence. Elle est d'une gentillesse incroyable avec moi. Les premiers jours, je me trompais dans la caisse. J'étais lente. Les clients s'impatientaient. Maëlle arrivait avec son plateau chargé et d'un clin d'œil, elle réglait le problème. « Ne vous en faites pas, Hélène. C'est la nouvelle machine. Elle est capricieuse. Elle mentait. C'était moi la capricieuse. Nous parlons peu. Je suis d'une autre génération. Je n'ai pas les codes. Elle parle de choses que je ne comprends pas, de musique d'application sur son téléphone. Mais il y a un respect mutuel. Je la regarde faire. Elle a une grâce, une façon de se pencher pour poser une tasse sans faire de bruit, une façon d'écouter les gens vraiment. L'autre jour, un vieux monsieur, un habitué, lui racontait une histoire de pêche sans fin. Il était seul. Il sentait un peu le renfermer. Maëlle l'écoutait son plateau contre sa hanche, en hochant la tête, en posant une question de temps en temps. Elle ne faisait pas semblant. Elle était là. Moi, je suis derrière ma caisse. J'observe ce petit monde. C'est mieux qu'une galerie d'art. C'est la vie. Les couples qui se disputent à voix basse. Les mères fatiguées qui donnent un pain au chocolat à leur enfant pour avoir la paix. Les touristes qui demandent où est la ville close. La ville close. J'y ai vécu. J'y ai tenu ma librairie. Ces remparts, je les vois de ma fenêtre. Michel disait toujours qu'ils étaient notre protection, le symbole de notre force, la pierre qui dure. Aujourd'hui, je les regarde différemment. Ils m'oppressent, ils gardent les secrets. L'hiver s'installe. Il fait nuit à 17h. Quand je termine mon service à 16h, l'air est déjà bleu. L'odeur de la marée basse est plus forte, plus piquante. Elle se mélange à l'odeur de beurre cuit qui m'imprègne. Quand je rentre, la grande maison est glaciale. Je dois remettre du chauffage. L'odeur de cire froide et de vieux livres me saisit. Je monte dans la chambre. Je me déshabille. Je vois mon reflet dans le grand miroir de l'armoire. Une femme de 70 ans, les cheveux gris coupés courts, le visage marqué, les yeux fatigués, et cette odeur de Queen Amman. Je souris. C'est la première fois depuis des mois que je souris à mon reflet. Michel aurait détesté ça. Il aurait dit que ça ne se fait pas, que je n'ai pas besoin de ça. Il avait raison. Je n'en ai pas besoin. Mais j'en ai envie. J'ai envie de ce bruit, de cette chaleur simple, de cette fatigue physique qui chasse les fantômes. Ce soir-là, Sophie a appelé. « Maman, ça va ?» J'ai eu Éléonore au téléphone. Je savais que ça viendrait. « Ah, et que te voulait-elle ?» Elle m'a dit « Maman, c'est vrai, tu travailles dans un salon de thé ?» Sa voix était tendue, pas inquiète, jugeante. « Oui, 3 jours par semaine, je tiens la caisse. » Un silence, long. « Mais pourquoi, si tu as des problèmes d'argent, maman, il faut le dire, c'est ça. C'est gênant. Pour la mémoire de papa. La mémoire de papa. Toujours. Je n'ai pas de problème d'argent, Sophie. Je m'ennuyais. Tu pouvais faire du bénévolat. Aux amis du musée. Pas servir des cafés. Je ne sers pas de café. Je tiens la caisse. Et ça me plaît. Maman, écoute Sophie, j'ai 70 ans, je suis veuve. Je crois que j'ai le droit de décider comment j'occupe mes journées. J'ai été sèche. Je le regrette presque, comme tu veux. Ne m'appelle pas quand les gens te regarderont de travers. Ils le font déjà, ma chérie. Mais ce n'est pas grave. Bonne nuit, Sophie. J'ai raccroché. J'étais seule dans la grande cuisine. J'ai regardé le téléphone. Je me suis fait une tisane. La mémoire de papa. Cette mémoire était un bloc de granit, un monument.
Et moi, j'étais la gardienne du monument. J'ai bu ma tisane lentement. J'ai regardé la pluie qui commençait à tomber, les lumières du port en bas, les lumières des embruns. Je me sentais pour la première fois un peu moins seule, un peu moins digne, peut-être, mais plus vivante. J'avais froid, mais j'allais bien. C'était un début. Demain, j'irai travailler. Je retrouverai Maëlle, le bruit de la machine et l'odeur du beurre. C'était devenu mon refuge, un refuge bien plus réel que cette grande maison pleine de courants d'air et de souvenirs imposants. C'était un mardi de novembre, gris, humide. Le genre de jour où le ciel et la mer se confondent dans une même teinte d'ardoise. Les embruns étaient calmes, quelques habitués le nez dans leur journal. Ronan le patron était parti faire des courses. Il n'y avait que Maëlle et moi. Elle s'occupait de la salle et moi de la caisse. Vers 15h, le petit rush de l'après-midi. Quelques mères venues chercher leurs enfants à l'école qui s'arrêtaient pour un chocolat chaud. Maëlle était partout. Elle prenait les commandes, débarrassée riait avec un enfant qui avait fait tomber sa cuillère. Elle portait un gilet de laine un peu paix couleur de bruyère. Je l'aimais bien, ce gilet. Il lui donnait l'air encore plus jeune, mais aussi plus ancré. Un groupe de touristes mi-allemands est parti, laissant une table en désordre. Maëlle a commencé à débarrasser. J'étais en train de compter ma caisse. Elle s'est approchée du comptoir pour déposer la soucoupe avec la monnaie. Ils ont été gentils, ceux-là, ils ont laissé un bon pourboire. Elle s'est penchée vers moi pour me montrer les pièces en souriant. Et c'est là que je l'ai vue. Elle était épinglée sur le revers de son gilet. Une broche. Pas une broche clinquante, non. Petite, discrète, une hermine en or brossé. Et ses yeux, deux petits points sombres, deux grenats. Mon souffle s'est coupé. Le monde s'est arrêté. Le bruit des tasses, la pluie contre la vitre, la voix de Maëlle. Tout a disparu. Je ne pouvais détacher mes yeux de cette broche. Cette hermine, je la connaissais, je ne l'avais jamais touchée. Je ne l'avais jamais vue en vrai, mais je la connaissais. Je l'avais vue une seule fois. Il y a des années, quand Michel et moi venions d'emménager dans la grande maison, je rangeais de vieux cartons à lui des choses qui venaient de sa famille, de sa vie d'avant. J'étais tombée sur une petite boîte en fer, une ancienne boîte à biscuits rouillés. Dedans, il y avait des photos en noir et blanc jauni. Et sur l'une d'elles, il y avait une femme, jeune, belle mais d'une beauté triste. Elle avait des cheveux sombres, un regard intense. Elle était assise sur un banc dans un jardin. Michel, très jeune, était à côté d'elle, mais il ne la regardait pas. Il regardait l'objectif. La femme, elle portait cette broche, l'hermine de grenat, épinglée sur un col de chemisier strict. J'avais demandé à Michel, qui est S. Sa voix était devenue plate, froide. Anne-Marie, ma première femme. J'avais été surprise. Il ne parlait jamais d'elle. Je savais qu'il avait été marié très jeune. Qu'elle était morte, c'était tout. Un incident de parcours, comme il disait. Elle était jolie. Et cette broche, il m'avait pris la photo des mains, doucement mais fermement. C'est du passé, Hélène. Un passé mort. Il avait refermé la boîte. Je ne l'ai jamais revue. Mais la broche, l'hermine, je l'avais mémorisée, l'or brossé, les yeux de grenat. Et elle était là, sur le gilet de Maëlle. Ma main, celle qui tenait le stylo pour ma caisse, s'est mise à trembler. Un tremblement incontrôlable. Maëlle l'a vu. Son sourire s'est effacé. « Madame Le Guen, Hélène, vous êtes toute pâle. »« Ça ne va pas. » Elle a posé sa main sur mon bras. Une main chaude jeune. J'ai levé les yeux de la broche vers son visage inquiet. Je n'arrivais pas à parler. J'ai dégluti. Ma voix est sortie comme un filet d'air froid. « Votre broche. » Elle a baissé les yeux vers son gilet. « Oh ça! Oui, elle est jolie, hein ?» Elle l'a touché, un geste tendre, presque inconscient. « Elle est... » « À qui ? C'est à ma grand-mère. »« Yvette. Enfin, celle qui m'a élevée. C'est la seule chose de valeur qu'elle m'a laissée. Elle me l'a donnée avant de... enfin... Avant. Elle m'a dit de la garder précieusement, qu'elle venait de... » Elle a hésité. Elle m'a dit qu'elle venait de ma vraie famille. D'une dame. Une dame. Le sang a quitté mon visage. « Hélène, asseyez-vous. Vraiment, vous n'êtes pas bien. » Elle m'a fait contourner le comptoir. Elle m'a installée sur une des chaises, à une table près de la fenêtre. Elle m'a apporté un verre d'eau. Mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais pas le tenir. Yvette, ce nom, Yvette. Michel, mon mari, le pilier de Concarneau, le philanthrope. Je savais qu'il donnait à des œuvres.
Il était généreux, et je savais, pour l'avoir vu dans ses relevés de compte en l'aidant à classer ses papiers, qu'il faisait un versement mensuel, discret. Pas énorme, mais régulier, à une association Yvette. Je n'avais jamais posé de questions. Je pensais que c'était une de ses œuvres de charité, une association pour les enfants peut-être. Il y avait tellement de choses qu'il gérait seul. L'Hermine de Grenat, Anne-Marie la première femme, Yvette, la grand-mère de Maëlle, l'association Yvette, Maëlle, orpheline. Les morceaux du puzzle, ils flottaient dans mon esprit, ils ne s'assemblaient pas, ils se heurtaient. C'était impossible, c'était insensé. Michel, mon Michel, qu'est-ce que cela voulait dire? J'ai bu l'eau d'un trait, le verre a claqué contre mes dents. Ça va mieux, Hélène Maëlle était agenouillée à côté de moi, ses yeux graves étaient fixés sur les miens. Oui, oui ma petite, c'est un coup de fatigue, le changement de saison. Je me suis levée, difficilement, je crois que je vais rentrer. Si Ronan n'est pas là, ne vous inquiétez pas pour ça, je gère. Rentrez vous reposer, vous êtes sûr que ça va? Oui. J'ai pris mon manteau, mes mains tremblaient encore, j'ai évité de regarder son gilet. J'ai poussé la porte, l'air froid et humide m'a frappé au visage. J'ai marché, je n'ai pas pris le chemin habituel. J'ai longé les quais, le vent me glaçait, la pluie fine commençait à tomber. Je ne sentais rien, ni le froid, ni l'humidité. Je ne voyais que la broche, l'hermine. Comment cette broche qui appartenait à Anne-Marie, la première femme de Michel, morte, il y a plus de 40 ans, pouvait-elle se retrouver sur le gilet de Maëlle, la jeune serveuse? Et pourquoi ce nom Yvette? J'ai marché jusqu'à la ville close. J'ai franchi les remparts, ces remparts. La prison, ma vie avec Michel, 40 ans. Qu'est-ce que j'avais vécu, à côté de qui avais-je dormi? Je suis rentrée chez moi, la maison était sombre, glaciale. Je n'ai pas allumé la lumière, je suis restée dans l'entrée, l'odeur de cire, l'odeur de Michel, j'ai eu la nausée. Je devais savoir, je suis montée, pas dans notre chambre, je suis montée au grenier, là où j'avais vu la boîte en fer il y a si longtemps, le grenier qui était poussiéreux, rempli des choses que Michel n'avait pas voulu jeter mais qu'il ne voulait pas voir. J'ai cherché, j'ai ouvert des malles, des vieux costumes, des livres d'école, et enfin, dans un coin sous une pile de draps anciens, la petite boîte à biscuits, rouillée. Mes mains tremblaient, je l'ai ouverte, les photos étaient là. Je l'ai trouvée, Anne-Marie, assise sur le banc, le regard triste, et la broche. C'était elle, sans l'ombre d'un doute, l'or brossé, les 2 grenats. Je suis restée assise sur le sol froid du grenier pendant des heures. La nuit s'est tombée. Je tenais la photo d'une main et dans ma tête, je voyais Maëlle. Je voyais son sourire, je voyais sa main chaude sur mon bras. Michel, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La blessure. Ce n'était pas le deuil c'est propre. C'est triste mais c'est propre. Là c'était autre chose. C'était sale, c'était un mensonge. Ma vie entière, notre vie, cette maison, cette réputation, tout me semblait soudain construit sur quelque chose de pourri. Je suis redescendue. Je me suis assise dans la cuisine, dans le noir. L'association Yvette, la broche d'Anne-Marie, Maëlle. Je devais comprendre, mais je ne savais pas par où commencer. Je savais juste une chose. L'homme que j'avais aimé, l'homme que Concarneau respectait le pilier, n'était pas celui que je croyais. Cette découverte, ce n'était pas une simple surprise. C'était une trahison qui venait d'outre-tombe. Et elle venait de me voler la seule chose qui me restait de lui, un souvenir digne. J'avais froid, un froid qui ne venait pas des murs de granit, un froid qui venait de l'intérieur. Je ne suis pas retournée au salon de thé le lendemain, ni le jour d'après. J'ai appelé Ronan, j'ai prétexté une grippe, un coup de froid. Ma voix était si faible qu'il n'a pas posé de questions. Il m'a juste dit de prendre soin de moi, que Maëlle et lui géreraient. Maëlle, je ne pouvais pas la voir. Je ne pouvais pas la regarder en face. Pas maintenant, pas en ne sachant rien justement. C'était ça le pire, le vide, les pièces d'un puzzle impossible. Pendant 3 jours, je n'ai pas quitté la maison. Je n'ai presque pas mangé. J'errais, de la cuisine au salon, du salon au bureau de Michel. La maison était mon ennemi, chaque objet me renvoyait à lui. Chaque livre, chaque tableau, tout était faux.
Quand je m'asseyais dans son fauteuil en cuir dans le bureau, je n'avais plus l'impression d'être avec mon mari. J'avais l'impression d'être assise à la place d'un étranger, un manipulateur. La dignité, c'est ce qui m'avait tenue chenue droite pendant l'enterrement. C'est ce qui avait fait ricaner Sophie quand je lui avais parlé de mon travail aux embruns. La dignité, elle était en train de voler en éclats. Il fallait que je la retrouve, pas celle que les autres attendaient de moi, la mienne. La colère commençait à remplacer le choc, une colère froide, silencieuse, une colère qui me donnait de la force. Je ne pouvais pas laisser les choses se chamboter ainsi. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans cette maison avec ce fantôme sans savoir. Pour moi, et peut-être aussi pour Maëlle, cet enfant avec ses yeux graves qui portait sans le savoir l'héritage d'un drame. Le 4e jour, je me suis levée. J'ai pris une douche, je me suis habillée, pas avec mes vêtements de veuve. J'ai mis un pantalon strict, un chemisier de soie simple. J'ai attaché mes cheveux. J'ai mis un peu de rouge à lèvres. Je n'étais plus la femme éplorée. J'étais Hélène Le Guen et j'allais ouvrir les dossiers. Je suis allée dans le bureau de Michel, son sanctuaire, l'endroit où je n'entrais que pour dépoussiérer ou pour signer des chèques avec lui. Il y avait 4 grands classeurs en métal, verrouillés. J'ai cherché la clé. Je savais qu'il en gardait une dans le tiroir de son bureau, un tiroir qui fermait lui aussi à clé. J'ai dû forcer ce premier tiroir avec un vieux coupe-papier en ivoire. Le bois a un peu souffert. Je m'en fichais. La clé des classeurs était là. J'ai ouvert le premier. Affaires navales. Le 2e. Propriété. Le 3e. Placement. Le 4e était différent. Il n'y avait pas d'étiquette. Je l'ai ouvert. Il contenait des dossiers personnels, des choses anciennes. Et je l'ai trouvé. Un dossier fin de couleur beige. Une seule étiquette tapée à la machine. Yvette, divers. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai posé le dossier sur le bureau. Je l'ai ouvert. Il n'y avait pas grand-chose. Des relevés de virements, mensuels, commençant il y a 23 ans, s'arrêtant il y a 18 mois. Le montant était toujours le même. Assez pour vivre modestement. Pas assez pour s'enrichir. Le bénéficiaire Yvette Thomas. À côté, une note manuscrite de Michel. Pour l'entretien et l'éducation. Discrétion absolue. Et puis tout au fond, une lettre. Pliée en 4. Une enveloppe sans timbre. L'écriture était celle de Michel. À n'ouvrir qu'après ma mort. Destinataire à Alain. Alain, l'expert comptable. L'homme gris. La lettre n'avait pas été envoyée. Michel était mort trop vite. Alain n'avait jamais reçu ses instructions. J'ai hésité. C'était violer son testament, sa volonté. J'ai ri, un rire sec qui m'a fait mal à la gorge. Sa volonté. Il avait passé sa vie à imposer sa volonté. Sur Anne-Marie, sur moi, sur cette Yvette, sur Maëlle. J'ai ouvert l'enveloppe. Ce n'était pas long. Alain, si vous lisez ceci, c'est que je suis partie. L'arrangement avec Habité doit cesser. Si elle est toujours en vie, versez-lui une somme finale, le montant était là conséquent. Si elle est décédée, ce qui est probable, l'enfant, monsieur, est désormais majeur. Elle n'a droit à rien. Elle ne doit rien savoir. C'est une affaire classée. Brûlez ce dossier. Une affaire classée. L'enfant, monsieur Maëlle. Elle ne doit rien savoir. Le froid est revenu. J'ai dû m'asseoir. Il ne s'agissait pas de charité. Il ne s'agissait pas de remords. Il s'agissait de silence. Pendant 23 ans, Michel avait payé pour que Maëlle ne sache jamais. Ne sache jamais quoi. Je suis retournée au grenier. J'ai repris la boîte en fer. J'ai sorti la photo d'Anne-Marie. Je l'ai posée sur le bureau à côté de la lettre de Michel. La femme au regard triste, la broche. Il manquait un lien. Le lien entre Anne-Marie et Maëlle. Anne-Marie était morte jeune. Michel me l'avait dit. Mais quand et comment? Et avait-il eu des enfants? Michel ne m'avait jamais parlé d'enfants de son premier mariage. Thomas et Sophie étaient mes enfants. Ses enfants, les seuls. C'est ce que je croyais. Je suis retournée au travail le lundi suivant. Mon absence avait été remarquée. Ronan était soulagé de me voir. « Hélène, vous nous avez manqué. Vous allez mieux ?»« Beaucoup mieux, merci Ronan. Une mauvaise grippe. » Maëlle était derrière le bar, elle préparait un café. Elle m'a vue. Elle m'a souri, un sourire franc heureux de me revoir. « Contente que vous soyez revenue, Hélène. » J'ai soutenu son regard. Moi aussi, Maëlle. Je n'ai pas regardé son gilet. Je ne savais pas si elle portait la broche. Je ne voulais pas le savoir. Je me suis installée à ma caisse. J'ai retrouvé les gestes, le bruit des pièces, les bonjours et les merci.
Mais je n'étais plus la même. Mon silence, ma dignité, ce n'était plus de la mélancolie. C'était une armure, j'observais. J'observais Maëlle, je cherchais. Des traits, un geste, un regard, quelque chose d'Anne-Marie, quelque chose de Michel non, rien. Elle était elle, vive, lumineuse et triste à la fois. Elle avait les yeux de personne. J'ai travaillé toute la semaine. J'étais devenue une experte en dissimulation. Je souriais, je plaisantais même avec les habitués. Le soir, je rentrais et je retournais dans le bureau. Je ne cherchais plus. Je réfléchissais. L'enfant me Yvette Thomas, Anne-Marie. Je devais voir Alain, l'expert comptable, le seul qui savait. La lettre lui était destinée. C'était la seule personne qui pouvait déverrouiller le dernier classeur, celui de la vérité. J'ai cherché son numéro. Il était retraité. Il vivait près de Quimper. J'ai appelé. Sa voix au téléphone était exactement comme dans mon souvenir. Grise, plate. Alain, c'est Hélène Le Guin. Un silence. Hélène, toutes mes condoléances. Encore. J'espère que vous allez bien. Je vais. Alain, il faut que je vous voie. Oh, un problème avec la succession. Je croyais que Sophie gérait ça avec le notaire. Ce n'est pas la succession. C'est le passé. Nouveau silence. Plus lourd. Je ne comprends pas. Je suis dans le bureau de Michel. J'ai trouvé un dossier concernant une certaine Yvette Thomas et une lettre qui vous était destinée. J'ai entendu son souffle se couper. Hélène, n'ouvrez pas ça, ce n'est pas... C'est trop tard, Alain. Écoutez, ce sont de vieilles histoires. Michel voulait... Je sais ce que Michel voulait. Il voulait que ça reste classé. Mais ce n'est pas le cas. Il a soupiré, un long soupir d'homme fatigué. Que voulez-vous? La vérité. La vérité ne ramène personne. Et elle fait souvent plus de mal que de bien. C'est à moi d'en juger. J'ai entendu le ton de ma propre voix, ferme, froide. Je ne me reconnaissais pas. C'était la voix de Sophie ou celle de Michel. Ou quand a-t-il cédé? Demain, 14 heures, au café Le Narval sur le port. Pas aux embruns, je serai là. J'ai raccroché. J'ai regardé la photo d'Anne-Marie, l'Hermine. J'allais savoir. J'avais peur, une peur terrible, la peur de découvrir que l'homme que j'avais aimé pendant 40 ans était un monstre. Ou pire, un homme ordinaire, capable du meilleur et du pire. Et que je n'avais rien vu. Le lendemain, je suis allée travailler le matin. J'étais nerveuse. Mes mains tremblaient à nouveau. Maëlle l'a remarqué. « Tout va bien, Hélène. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. C'est le temps, cette humidité. » Elle portait la broche. Aujourd'hui, je l'ai regardée. Droit dans les yeux de grenat. Maëlle a suivi mon regard. Ma broche. Elle vous intrigue, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Yvette m'a toujours dit qu'elle me protégerait. C'est bête, un bijou, mais j'y tiens. Elle l'a touché. Le même geste tendre. Vous avez raison d'y tenir, Maëlle. Les objets ont une mémoire. J'ai quitté le salon de thé à 13h30. J'ai dit à Ronan non que j'avais un rendez-vous chez le médecin. Encore un mensonge. Ma vie devenait un tissu de mensonges. Pour découvrir la vérité. Quelle ironie. J'ai marché lentement vers le Narval. C'est un vieux café de pêcheurs, loin des touristes, l'endroit idéal pour une confession. Le vent s'était levé, il pleuvait. J'ai poussé la porte, l'odeur de bière et de tabac froid. Alain était là, assis dans un coin sombre, devant un café qu'il n'avait pas touché. Il avait vieilli. Il semblait porter tout le poids des secrets de Michel sur ses épaules voûtées. Je me suis assise en face de lui. J'ai posé le dossier beige sur la table en formica. Alain, racontez-moi. Il a regardé le dossier, puis il m'a regardé. Son regard était las. Vous n'auriez pas dû, Hélène? Je devais. Racontez-moi, Anne-Marie. Il a poussé un soupir. Il a regardé la pluie qui fouettait les vitres. La serveuse nous a ignorés. C'était un endroit pour les silences. Michel était jeune, a-t-il commencé. Ambitieux. Plus que son père. Il voulait reprendre les conserveries, mais il voulait les moderniser, les transformer. Et Anne-Marie, c'était la fille d'un concurrent, un mariage arrangé, comme ça se faisait. Elle venait de Quimper, une famille très catholique, très stricte. Mais elle était fragile. Et elle avait de l'argent, beaucoup d'argent. Il a bu une gorgée de son café froid. Il a fait une grimace. Le mariage n'a pas été heureux. Michel était tout le temps parti. Il construisait son empire. Elle restait seule dans leur première maison. Elle dépérissait et elle est morte. Oui, officiellement une pneumonie.
foudroyante, c'était l'hiver. Il a baissé la voix. La vérité, Hélène? La vérité, c'est que Michel l'a laissé mourir. Le souffle m'a manqué. Comment ça, elle était malade? Vraiment malade. Une mauvaise grippe qui tournait mal. Le médecin voulait l'hospitaliser. Michel a refusé. Il disait que ça irait, qu'il ne voulait pas d'histoire. En réalité, il y avait des rumeurs. Elle voyait quelqu'un, un artiste. Rien de sérieux, je pense. Mais Michel ne supportait pas l'affront. Et si elle mourait, il héritait l'argent de sa famille. Cet argent lui a permis de racheter les concurrents, de lancer l'empire Le Guen. Je l'ai regardé sans comprendre. Il l'a tué? Non. C'est ça le pire. Il n'a rien fait. Il a juste attendu. Il a refusé les soins. Il a dit au médecin qu'elle était nerveuse dépressive, qu'il fallait la laisser se reposer chez elle. Quand le médecin est revenu, c'était trop tard. C'était une négligence volontaire, un refus de soins. C'était un meurtre moral. Je me suis appuyée contre le dossier de la banquette. La Moleskine était froide. C'est horrible. C'était il y a longtemps, Hélène. Les temps étaient différents. Et la broche l'hermine, c'était à elle, le seul bijou qu'elle ormait, de sa mère. Mais il y a autre chose. Alain, je sais qu'il y a autre chose. Il m'a regardé surpris. Comment ça? Il n'avait pas d'enfant. Alain est devenu blême. Qui vous a dit ça? Personne. Dites-moi. Il s'est frotté le visage. Si. Une fille. Isabelle. Une fille. Michel avait une fille. Il ne m'en avait jamais parlé. Jamais. Isabelle. Où est-elle? Elle est morte, Hélène. Bien sûr. Morte. Comme tout le monde dans cette histoire. Racontez-moi, Isabelle avait peut-être 15 ou 16 ans quand sa mère est morte. Elle adorait sa mère, elle détestait son père, elle était la seule à savoir, ou du moins à sentir. Elle a toujours dit que son père avait tué sa mère et Michel. Il disait qu'elle était folle, hystérique, en deuil. Et quand elle a grandi, c'est là que ça s'est compliqué. Vers 18 ans, Isabelle a voulu... Elle a menacé de parler, de tout raconter. La mort d'Anne-Marie, l'héritage. C'était au moment où Michel briguait ses premiers mandats locaux. Il devenait le pilier. Un scandale l'aurait ruiné. Et qu'a-t-il fait? Ma voix était blanche. Il a fait ce qu'il savait faire. Il a utilisé son pouvoir, son argent, les médecins. On était dans les années 90, Hélène. C'était encore possible. Quoi? Il l'a fait interner. Le mot est tombé. Internet, dépression nerveuse sévère, surmenage, deuil pathologique. Ils avaient toute une liste. Il a payé les meilleurs médecins de la région pour signer les papiers. Isabelle a passé presque 2 ans dans une maison de repos, très chic, très discrète et très sécurisée. Mes mains étaient jointes sur le dossier, si fort que mes jointures étaient blanches. C'est monstrueux. C'était pour la protéger, disait-il, la protéger d'elle-même. Et ensuite, à sa sortie, elle n'était plus la même. Elle était brisée, elle avait 20 ans. Elle a fait semblant, elle a été gentille, docile. Et un jour, elle a disparu. Elle s'est enfuie. Elle est partie où? On ne sait pas. Loin. Paris peut-être. Michel l'a cherchée, mais pas trop. Je crois qu'il était soulagé. Plus de scandale. Et Yvette. Et Maëlle, c'est là que ça arrive. 2 ou 3 ans plus tard. Une lettre d'une certaine Yvette Thomas. Elle écrivait de Brest. Elle disait qu'elle était l'amie d'Isabelle. Qu'Isabelle était morte. Maladie, accident, on n'a jamais su. Mais qu'elle avait laissé quelque chose. Un enfant, une petite fille. Maëlle. L'enfant, monsieur. Et cette Yvette, c'était l'amie d'Isabelle, la seule qui l'avait soutenue. Apparemment, Isabelle lui avait tout raconté. L'histoire d'Anne-Marie, l'internement. Et elle lui avait donné la broche. Si jamais il m'arrive quelque chose, tu la gardes. C'est la seule chose qui vient de ma mère. Et Yvette a contacté Michel. Oui, pas pour de l'argent, au début. Pour lui dire, pour qu'il reconnaisse l'enfant, sa petite fille. Et Michel a paniqué. Sa plus grande peur, le passé qui revenait, le scandale. Il est allé voir Yvette, je l'ai accompagnée. Je m'en souviens comme si c'était hier, un petit appartement à Brest. Ça sentait le chou, et il y avait ce bébé, Maëlle. Et cette femme Yvette, une femme simple mais forte. Elle tenait Michel par le regard. Qu'a-t-il fait? Il a négocié, c'est ce qu'il faisait de mieux. Il a proposé un pacte,
Un pacte de silence. Le dossier, oui, il lui verserait de l'argent, tous les mois, assez pour élever l'enfant correctement, pour qu'elle ne manque de rien. En échange, Yvette devait disparaître de Brest, venir s'installer quelque part où personne ne les connaissait. Comme Concarneau, par exemple, il la voulait sous ses yeux. Exactement. Et surtout, elle ne devait jamais dire à Maël qui était son grand-père, ni l'histoire de sa mère. Maël devait grandir en pensant qu'elle était orpheline, que Yvette était sa grand-mère. Et Yvette a accepté, elle n'avait pas le choix, Hélène. Elle était seule, sans argent. Elle aimait cette petite. Elle a accepté, pour Maël, pour qu'elle ait une vie, et elle a gardé la broche, comme une assurance ou comme une promesse. Je suis restée silencieuse. L'histoire était complète. Elle était immonde, Anne-Marie négligée, Isabelle brisée et internée, Maël achetée, et moi, Hélène, j'étais arrivée après, la deuxième femme, la façade respectable, la libraire cultivée qui donnait du lustre aux notables, mon mariage, mes 40 ans, ma vie. Tout avait été bâti sur ça, sur la mort d'Anne-Marie, sur l'argent volé, sur le silence acheté. Hélène, vous m'écoutez, j'ai relevé la tête. J'avais les joues mouillées. Je ne m'étais même pas rendu compte que je pleurais, des larmes froides, de rage. Et vous, Alain, vous saviez tout. Vous avez beau été complice. Il a baissé les yeux. J'étais son comptable, Hélène. Je gérais les chiffres, pas les âmes. Il m'a bien payé pour ça. J'ai aussi ma part de silence. L'argent de la succession. Il n'y a plus grand-chose, Hélène. C'est ça l'ironie. Michel a fait de mauvais placements ces dernières années. Il a tout perdu. Ou presque. La maison est hypothéquée. Il ne reste que des dettes et des secrets. L'héritage. C'était donc ça. Pas d'argent. Juste la honte. Je me suis levée. J'ai pris le dossier. Merci Alain. Qu'allez-vous faire? Je ne sais pas encore. Mais je ne vais pas brûler ce dossier. Hélène, Maël, cette petite... Elle est mieux sans savoir, croyez-moi. Yvette a tenu sa promesse. Michel aussi. C'est une affaire classée. J'ai regardé cet homme gris. Cet homme qui avait passé sa vie à compter les fautes des autres sans jamais les juger, juste en les additionnant. Non, Alain, ce n'est pas classé. Pas tant que Maël portera cette broche sans savoir ce qu'elle signifie. Je suis sortie du narval. La pluie avait cessé, mais le vent était plus fort. Il me giflait le visage. Je ne suis pas rentrée chez moi. J'ai marché le long des remparts, la ville close, ma prison de pierre. Je comprenais maintenant. Je n'étais pas la gardienne du temple, j'étais la dernière prisonnière. Michel m'avait enfermée là, dans sa respectabilité. Il m'avait utilisé, mon nom, ma culture, ma dignité. Tout ça, c'était le joli papier cadeau qui cachait l'horreur. Je suis restée là sur les remparts, à regarder la mer se déchaîner. Je n'avais plus rien, plus de mari aimant, plus de maison, plus d'argent. J'avais 70 ans et je devais faire une dernière chose. Je devais rendre à Maël ce que Michel lui avait volé. Pas l'argent. Il n'y en avait plus. Son histoire, la vérité. C'était le seul héritage qui restait. Je suis rentrée à la maison. Elle m'a semblé encore plus grande, plus vide. Les meubles de Michel, ses livres, son portrait sur la cheminée. Je ne voyais plus un philanthrope. Je voyais un homme cruel, rongé par la culpabilité et l'orgueil. J'ai passé la soirée dans son bureau. J'ai relu la lettre. J'ai regardé la photo d'Anne-Marie. J'ai tenu la boîte en fer. Je n'avais plus peur. Je n'avais plus de colère. J'étais juste vide et déterminée. La justice morale, c'est tout ce qu'il me restait à offrir. Le lendemain, je ne suis pas allée aux embruns. J'y suis allée la veille pour mon service habituel. Mais ce matin-là, j'ai attendu. J'ai attendu que Maël termine son service. Je savais qu'elle finissait à 15h le jeudi. À 15h10, je lui ai téléphoné. Maël. C'est Hélène? Hélène, ça va? Vous n'étiez pas là ce matin? Non, j'avais quelque chose à préparer. Maël, j'aimerais vous voir. Un problème? Non? Oui, j'aimerais vous parler, mais pas au salon de thé. Elle a senti la gravité dans ma voix. D'accord. Ou chez moi, dans la grande maison, sur les hauteurs. Un silence. Elle devait être surprise. La patronne qui invite la serveuse. Maintenant, si vous pouvez, c'est important, j'arrive, donnez-moi 20 minutes. J'ai attendu, je n'ai pas fait de chichi, je n'ai pas sorti l'argenterie, j'ai fait du thé noir fort.
J'ai préparé 2 tasses, des tasses simples, celles de tous les jours. Pas les faïences de Quimper, l'heure n'était pas à la représentation. Je l'ai attendue dans le grand salon, le salon où Michel recevait les notables. J'avais posé sur la table basse entre les 2 tasses la boîte en fer, fermée. Elle a sonné, j'ai ouvert. Elle était là sur le perron, un peu essoufflée par la montée. Elle portait son jean, son anorak. Elle avait l'air si jeune, si vivante dans cette entrée sombre. « Bonjour Hélène, c'est grand chez vous ?» Entrez Maëlle, ne restez pas sur le seuil. Elle m'a suivie dans le salon. Elle regardait tout, les meubles, les tableaux. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Elle s'est assise sur le bord du grand canapé, mal à l'aise. J'ai servi le thé. « Hélène, vous me faites un peu peur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une bêtise au travail. »« Non, non Maëlle, vous n'avez rien fait. C'est à propos de Michel, mon mari. » Elle a froncé les sourcils. « Je ne comprends pas. » Maëlle. « Avant de commencer, je veux vous poser une question. Votre broche, l'hermine, vous la portez aujourd'hui ?» Elle a instinctivement porté la main à son revers. Elle portait un autre gilet. « Non, je ne la mets pas tous les jours. » Pourquoi? Parce que cette conversation, elle commence avec cette broche. J'ai poussé la boîte en fer vers elle. « Ouvrez !» Elle m'a regardée. Puis elle a ouvert la boîte. Elle a vu les vieilles photos. Elle a sorti celle d'Anne-Marie. Elle l'a regardée longuement. C'est... Elle est belle. Qui c'est? C'est Anne-Marie, la première femme de Michel. Maëlle a levé les yeux vers moi sans comprendre. « Regardez mieux Maëlle, regardez ce qu'elle porte. » Maëlle a plissé les yeux et son souffle s'est coupé. « C'est ma broche. C'était sa broche. » Elle a reposé la photo. Ses mains tremblaient. « Mais comment Yvette m'a dit? » « Yvette vous a dit la vérité. Elle venait de votre famille. » Et là, dans le silence du grand salon avec l'odeur du thé et de la cire froide, j'ai tout raconté. Je n'ai pas accusé, je n'ai pas crié, j'ai parlé, d'une voix calme, plate. J'ai raconté Anne-Marie, sa mort, l'argent. J'ai raconté Isabelle, sa fille. Quand j'ai prononcé le nom, Isabelle Maëlle a tressailli. Yvette parlait parfois d'une Isabelle, son amie perdue. C'était votre mère Maëlle. Les larmes ont commencé à couler sur les joues de Maëlle, silencieusement. Elle ne les essuyait même pas. Elle me regardait. Elle buvait mes paroles. J'ai raconté l'internement, la fuite, votre naissance. J'ai raconté Yvette, le pacte de silence, l'argent versé tous les mois par Michel. Monsieur Le Guin, votre mari, mon mari, et votre grand-père. Le mot est tombé. Maëlle a fermé les yeux. Elle a secoué la tête. Non, c'est pas possible, c'est la vérité. Yvette vous a protégé. Elle a accepté cet argent pour vous élever, pour que vous ne manquiez de rien. Mais elle a dû promettre de se taire. Alors, toute ma vie, Yvette, elle m'a menti. Elle vous a aimé, Maëlle. C'est la seule chose qui compte. Elle a tenu une promesse faite à un homme puissant et effrayé. Et elle vous a laissé la seule chose qui pouvait un jour vous ramener à la vérité, la broche. Maëlle pleurait maintenant, des sanglots silencieux qui secouaient ses épaules. Je me suis assise à côté d'elle, je n'ai pas osé la toucher. Je sais, c'est trop, c'est injuste. Elle a relevé la tête, ses yeux graves noyés de larmes. Et vous avez vécu avec lui, cet homme. Oui, pendant 40 ans. Et je n'ai rien su. Je n'ai rien vu. J'étais sa caution, sa façade respectable, l'argent. Il n'y a plus d'argent, Maëlle, c'est ça l'ironie. Il a tout perdu. Il ne reste rien. La maison ne m'appartient même plus vraiment. Alors, il n'y a rien, si. Il y a ça. J'ai pris la photo d'Anne-Marie. Il y a elle, votre grand-mère. J'ai pointé mon doigt vers sa poitrine. Il y a Isabelle, votre mère, dont vous portez l'histoire. Et il y a Yvette qui vous a sauvé. J'ai pris le dossier beige. Yvette, d'hiver. Et il y a ça, la preuve, la vérité. C'est votre héritage. Ce n'est pas de l'argent sédiant, c'est une histoire. Votre histoire. Elle a pris le dossier. Elle l'a serré contre elle. Elle est restée longtemps sans parler. Le thé refroidissait. La nuit tombait sur Concarneau. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Je ne sais pas, Maëlle.
Mais vous n'êtes même plus seule avec. Maintenant, nous sommes deux à savoir. Elle m'a regardé, un regard neuf, un regard de femme. Merci, je crois. Merci, Hélène. Elle s'est levée, elle a gardé le dossier. Elle a repris la photo d'Anne-Marie. Je peux la garder. Elle vous revient de droit. Elle est allée vers la porte. Elle s'est retournée. Et vous, Hélène, qu'allez-vous faire? Moi, je vais vendre cette maison. Je vais payer les dettes de Michel. Et je vais prendre un petit appartement près du port. Le travail, aux embruns. J'ai souri. Un vrai sourire. Oh, je crois que je vais garder ce travail. J'aime bien. J'aime l'odeur du café. Elle a hoché la tête. Elle a presque souri. Nous sommes sortis de la maison ensemble. J'ai fermé la grande porte. Je ne me suis pas retournée. Nous avons marché en silence. Nous sommes descendus vers le port. L'air était vif, salé. Nous nous sommes arrêtés sur le quai. Les drisses claquaient. La mer était d'un bleu profond, presque noir. Nous avons regardé les lumières de la ville. Deux femmes, une de 70 ans, l'autre de 23, liées non pas par le sang, mais par le secret d'un homme qui n'était plus là. Nous n'étions ni des amis, ni une mère et sa fille. Nous étions autre chose, les survivantes d'un naufrage. Elle a respiré profondément l'air du large. Anne-Marie, Isabelle, Yvette, elle a dit les noms pour les rendre réels. Oui, j'ai regardé l'horizon. Je me sentais fatiguée, mais apaisée. La transmission était faite. La justice morale, la seule possible, était rendue. Le vent avait cessé de siffler. Il ne faisait que chanter.